Le diplôme du brevet. Pour beaucoup, c'est le premier grand examen de la scolarité. Et il est sur le point de changer de visage. Oui, tout à fait. Dès la session 2026, les règles du jeu sont redéfinies pour tous les élèves de troisième. Il y a 3 grands objectifs. C'est ça. Mieux valoriser le travail de l'année, évaluer plus justement le niveau, et puis redonner du prestige à ce diplôme. Redonner du prestige. Absolument. Et ce qui est frappant, c'est que ce n'est pas juste un ajustement technique, c'est un vrai changement de philosophie. C'est-à-dire, Toute la réforme s'articule autour d'un rééquilibrage. Un grand rééquilibrage entre le contrôle continu d'un côté et les épreuves finales de l'autre qui deviennent en quelque sorte le juge de paix. alors, allons-y, entrons directement dans le vif du sujet. Le changement le plus spectaculaire, c'est cette nouvelle répartition des points, n'est-ce pas? C'est exactement ça. On quitte un équilibre quasi parfait de 50-50 Oui. pour un nouveau ratio. La note finale, elle proviendra à 60% des épreuves terminales. 60%, c'est énorme. Et donc seulement 40% du contrôle continu. C'est un basculement radical. Le message est clair, la performance le jour J, elle pèsera beaucoup plus lourd qu'avant. Beaucoup plus. En donnant plus de poids à ces épreuves finales, qui sont nationales et anonymes, l'idée c'est de renforcer la valeur du diplôme, son uniformité sur tout le territoire. Pour éviter les différences de notation entre les collèges. Voilà, fini les disparités supposées entre les collèges dits généreux et les sévères. Et puis on abandonne le système un peu opaque des 800 points. Ah oui, c'était pas toujours très clair ça. Non. On revient à un format que tout le monde comprend, une moyenne sur 20. C'est simple, c'est direct. Pour avoir son brevet, il faudra 10 sur 20 au minimum. D'accord, c'est un retour à la clarté. Bon, intéressons-nous d'abord à la part qui diminue, ces fameux 40% du contrôle continu. Là aussi, la méthode de calcul est entièrement repensée. Oui, on tire un trait sur l'évaluation par compétence du socle commun. C'est fini ça. C'est fini. Et ce changement, il est révélateur. On abandonne une approche qui se voulait holistique, par compétence, mais qui était souvent critiquée pour sa complexité, voire sa subjectivité. Et on la remplace par quoi? On revient à quelque chose de beaucoup plus lisible presque, brutalement arithmétique. C'est-à-dire? La note de contrôle continu, ce sera la moyenne, pure et simple, des moyennes annuelles de toutes les matières obligatoires de la classe de troisième. Toutes les matières? Sans exception et avec le même poids. Exactement. Tout avec un coefficient identique. C'est fascinant. On sacrifie peut-être un peu de finesse pédagogique Oui, l'idée de suivre le progrès sur des compétences transversales, sur l'autel de la clarté, de la simplicité. c'est tout à fait ça. C'est une réponse directe aux familles qui demandaient plus de transparence, même si, bien sûr, certains pédagogues y voient une perte de nuance. D'accord. Il y a quand même un petit bonus. Pour valoriser certains parcours, les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 dans un enseignement facultatif. Le latin, par exemple. Le latin, une langue régionale, oui. Ces points peuvent s'ajouter à la moyenne de contrôle continu. Ah, c'est intéressant ça. C'est une manière de continuer à valoriser ces options. Mais alors, une question se pose. Si on fait juste la moyenne des moyennes, comment on garantit l'équité entre les établissements? Un 14 dans un collège très exigeant, ça ne vaut pas forcément un 14 ailleurs. La question de l'harmonisation, elle est centrale. Le processus est donc plus complexe qu'une simple compilation. Il y a plusieurs verrous de sécurité si on veut. D'accord, lesquels? D'abord, le conseil de classe de fin d'année qui valide les moyennes. Ensuite, et c'est l'étape clé, une commission académique d'harmonisation se réunit. Et son rôle, c'est quoi exactement? Son rôle n'est pas de changer les notes une par une, mais de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart de notation aberrant entre les établissements d'une même académie. Donc, en gros, c'est un garde-fou pour éviter qu'un collège ne note beaucoup plus sévèrement ou généreusement que son voisin. C'est un peu ça. Il faut voir ça comme une sorte d'arbitrage vidéo au football. Elle n'intervient pas sur chaque action, mais seulement en cas d'erreur manifeste. Je vois. Et enfin, c'est le jury final du diplôme qui valide l'ensemble, en croisant cette note harmonisée avec les résultats des épreuves terminales. D'accord. Donc, le travail de l'année est simplifié dans son calcul, mais il pèse moins lourd. Ça met une pression énorme sur le gros morceau. Absolument. Ces fameuses épreuves terminales qui comptent pour 60%. Alors, ce marathon d'examen, il ressemble à quoi? On parle de 5 épreuves? Oui, 4 écrits et un oral. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est là que l'essentiel de la note va se jouer. On commence par la plus longue, le français. 3 heures, coefficient 2. 3 heures, oui. Le format reste assez classique. Grammaire, compréhension de texte, une dictée et une rédaction. La longueur et le coefficient confirment que c'est un pilier. C'est un test d'endurance? Complètement. On évalue la rigueur de l'analyse, la maîtrise de la langue et bien sûr la capacité à construire une pensée personnelle dans la rédaction. Ensuite, les mathématiques. 2 heures, coefficient 2 également. Oui, même importance que le français. Et l'épreuve est en 2 temps, c'est intéressant. Une partie sur les automatismes, sans calculatrice. Ah, du calcul mental, des bases.
Voilà. Et une seconde partie, plus classique, de résolution de problèmes. On teste à la fois les fondations et l'architecture, la capacité à raisonner. Bien. Après ça, on a l'épreuve d'histoire-géographie et enseignement moral et civique, l'EMC. 2 heures en tout, c'est-à-dire. On a un coefficient de 1,5 pour l'histoire géo et seulement 0,5 pour le MC. Ah oui, l'histoire géo pèse 3 fois plus alors qu'elles sont passées en même temps. C'est un signal assez fort sur les priorités. C'est une distinction importante. L'épreuve d'histoire géo reste centrée sur l'analyse de documents, les repères chronologiques. Le MC, avec son plus petit coefficient, évalue davantage la capacité à argumenter sur des questions citoyennes. D'accord. Et on termine le tour des écrits avec les sciences. L'épreuve la plus courte, 1 heure. Mais avec un coefficient 2. Oui, comme le français et les maths. Attendez, 1 heure avec un coefficient 2. C'est un poids énorme pour une épreuve si brève. C'est surprenant. Ça l'est, et c'est un choix délibéré pour affirmer l'importance de la culture scientifique. L'épreuve est très dense. Et la subtilité, c'est qu'elle ne porte que sur 2 des 3 disciplines du programme. Lesquels? Physique-chimie, SVT ou technologie. Les 2 matières sont tirées au sort chaque année au niveau national. Ce qui veut dire que les élèves doivent tout réviser jusqu'au bout. Exactement, il faut maîtriser l'ensemble du programme. L'épreuve teste vraiment la capacité à mener un raisonnement scientifique rigoureux sur un temps très, très contraint. La pression est maximale. Bon, après ces 4 écrits, il reste une 5e et dernière épreuve, l'oral. Oui, l'oral de soutenance de projet. On peut le passer seul en 15 minutes ou en groupe en 25 minutes. Et là, l'objectif est différent, j'imagine. Tout à fait. On n'est plus dans la restitution de connaissances pures. On évalue la communication, la synthèse, la capacité à valoriser un travail mené sur le long terme. C'est une compétence clé. Essentiel. D'ailleurs, la note, sur 20, est explicitement partagée entre la maîtrise du sujet et la qualité de l'expression orale. C'est une préparation directe pour les exigences du lycée et même après. On a une vision très claire de la structure, mais concrètement, comment ça s'organise dans l'année? Quel est le calendrier type? Le calendrier est assez millimétré. L'épreuve orale, elle, est organisée en interne, dans les établissements, à partir du 15 avril. Ça laisse de la souplesse. D'accord. En revanche, les épreuves écrites, c'est le grand rendez-vous national. Pour la première session, en 2026, les dates sont déjà fixées. Fin juin, les 26, 29 et 30. Et les résultats tombent quand? Très vite après. Généralement dans la première dizaine de juillet. Et ces notes, elles ne servent pas qu'à obtenir ou non le diplôme. Il y a tout le système des mentions qui est non seulement maintenu, mais même renforcé. Tout à fait. Les mentions sont une reconnaissance de la qualité du travail et ça peut compter pour les bourses au mérite, par exemple. Avec la note sur 20, c'est très lisible. Alors rappelons-les. Assez bien, c'est à partir de 12 sur 20. Bien à partir de 14 et très bien à partir de 16. Et il y a une nouveauté, je crois. Oui, une nouveauté qui prend tout son sens avec cette réforme, la création de la mention « très bien » avec les félicitations du jury. Ah, Et ça, c'est pour quelle note? pour les élèves qui atteignent ou dépassent 18 sur 20. C'est une façon de distinguer l'excellence absolue. Parfait. Il nous reste un point, mais un point crucial. La question que beaucoup de familles se posent. Est-ce que l'obtention de ce nouveau brevet, plus exigeant, est obligatoire pour passer en seconde? C'est la clarification la plus importante. Et la réponse est non. Sans aucune ambiguïté, non. Donc on peut rater son brevet, mais quand même passer au lycée. Oui, le brevet ne conditionne pas et ne conditionnera pas le passage en classe supérieure, que ce soit en seconde générale, technologique ou professionnelle. La décision, elle relève toujours et uniquement du conseil de classe du 3e trimestre. Sur la base du travail de l'année. Exactement. Sur la base du travail et de la progression de l'élève. Le brevet reste ce qu'il a toujours été, un diplôme qui valide la fin de la scolarité au collège. Une sorte de rite de passage. C'est ça. Il conserve sa très forte valeur symbolique de premier grand diplôme national. C'est d'ailleurs pour ça qu'on organise la cérémonie républicaine de remise des diplômes à la rentrée suivante. En septembre ou octobre, oui. C'est un moment solennel pour célébrer la fin d'un cycle et féliciter les lauréats. Bon, si on fait le bilan, pour que tout soit parfaitement clair, on se dirige vers un brevet noté sur 20, Oui, qui fait la part belle aux épreuves finales avec 60% de la note. c'est le point central. Le contrôle continu, lui, est simplifié, basé sur une moyenne arithmétique de toutes les matières, et les 5 examens finaux sont conçus pour être un test complet et exigeant. C'est la synthèse la plus juste. Cette réforme met l'accent, de manière indiscutable, sur la performance lors d'un examen national, à un moment T. Et ça nous amène à une question de fond. Nouveau brevet prépare mieux les élèves aux futures exigences du lycée. C'est une bonne question. Ou bien risque-t-il d'importer le stress et la pression d'un examen à fort enjeu beaucoup plus tôt dans leur parcours scolaire? C'est une question qui, je pense, animera sans doute les débats dans les années à venir.